Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Axel Kantik, qui est un copywriter expert Web3 friendly et qui a bâti un très beau SaaS grâce à l'intelligence artificielle qui s'appelle Tugan.ai. Axel, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi? La grande forme. Très content de t'avoir Moi aussi. avec nous Ouais. aujourd'hui. Vraiment cool. Une belle discussion. On est super content parce que du coup, bah, tu es le premier vraiment expert IA qu'on accueille sur la chaîne. On sait que tu as plein de skills. Donc, on a hâte de voir un petit peu tout ça. Je suis curieux déjà d'en savoir plus. Évidemment, on va revenir sur Tugan AI, qui est ton gros projet du moment. Et comment est-ce que tu en es arrivé à ça, en fait? Quel est un petit peu ton parcours? Ok, bah du coup, je vais te faire une petite overview de mon parcours. Donc, je commence à m'intéresser un petit peu à tout ce qui est business quand j'ai 16 ans. Je regarde des chaînes YouTube, bon, des trucs assez basiques à la base, hein, tu sais. Je regarde Théophile Hélier, je regarde Pierre Ollier, je regarde des vidéos sur l'immobilier, sur Tammy Cabage, etc. Tous ces trucs-là. Donc, ça m'ouvre un petit peu l'esprit, ça m'ouvre le mindset, on va dire. Et je me dis, ok, il y a peut-être des choses à faire, hein, c'est intéressant. Mais pendant une année, je vais un petit peu procrastiner jusqu'à mes 17 ans. Et là, c'est le moment du Covid. Ça, c'est un tournant très important parce qu'avec le Covid, on n'avait plus cours. C'était des cours en ligne. Donc, en gros, on était toute la journée à la maison et on avait énormément de temps libre. Et donc, je me suis dit, OK, c'est peut-être une opportunité de faire quelque chose, ça. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser au dropshipping SEO avec un gars qui s'appelait Romain, Dropshipping Reborn à l'époque. Mais ce premier truc-là, je sais pas, ça a pas matché et j'avais du mal à trouver ma niche en fait. Je procrastinais, je voulais trouver la niche parfaite et ça marchait jamais. Et du coup, j'ai jamais lancé de business dans cette niche-là, enfin dans ce domaine-là. Et un jour, je suis tombé sur un webinaire d'un gars qui s'appelle Tugan Bara. Et c'était un webinaire sur une méthode pour faire de l'infoproduit, vendre des produits digitaux avec des publicités ou de l'affiliation, de l'emailing. Ça m'a tout de suite parlé. J'ai tout de suite trouvé ça super intéressant. C'est un truc que personne faisait en France, donc il y avait un potentiel, il y avait une opportunité, je l'ai senti. J'ai sauté dessus. Avec mon frère et un pote, on a acheté la formation qui coûtait 1K à l'époque. Et pendant le Covid, on a bourriné là-dessus. On a fait que ça. On se réveillait à 5 heures du mat et toute la journée, on faisait que ça. On suivait la formation, on appliquait. On suivait la formation, on appliquait. On faisait que ça, que ça, que ça, que ça. J'ai lancé un premier business au bout de 2 3 mois peut-être. C'était un business de produits digitaux sur la parentalité. Et avec ce premier truc-là, j'ai dû faire les premiers 1000 euros. Et après, il a fallu plusieurs essais dans plusieurs niches pour atteindre des bons chiffres. Donc j'en ai refait un autre sur un autre domaine, un autre sur un autre domaine. Et au bout du quatrième, c'est là que ça a vraiment explosé. C'était sur la spiritualité. Et là, ça a très bien marché. J'ai fait des YouTube ads. On a très bien scalé. Et du coup, j'ai pu faire mes premiers sous avec ça. J'avais toujours 17 ans. Donc par définition, je pouvais pas m'expatrier. C'était un petit peu compliqué. Du coup, j'ai dû attendre mes 18 ans. Je suis parti de France 13 jours après mes 18 ans. Je suis parti en Europe de l'Est. Et donc là, j'ai découvert un petit peu un nouveau monde. J'ai découvert l'autonomie, le fait d'être libre, d'avoir mon appart, etc. Toutes ces découvertes de la vie. J'ai rencontré des gens super aussi qui faisaient du business parce que bon, en France, je connaissais personne qui faisait du business là où j'habitais en tout cas. Et donc voilà, là derrière, 2021, je fais une année produits digitaux. Ça marche super bien. On fait ça toute l'année. C'est du Covid. Ça marche super bien. Il y a même le bull run crypto. Là-dessus, j'ai investi sur quelques tokens. Ça marche bien. Donc ça a été un bon succès en 2021. Après, si tu veux, 2022, ça a été un petit peu une année de transition, je dirais, dans le sens où j'ai commencé à réfléchir plus long terme et à me dire, voilà, c'est cool ces produits c'est ce business de cash flow, donc d'infoproduits, mais c'est très court-termiste. On développe pas une relation exceptionnelle avec le client qui va durer des années. On doit toujours relancer des ads, trouver des nouveaux produits, trouver des nouveaux tunnels de vente pour faire de l'argent, sinon ça s'arrête au bout d'un moment. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir plus long terme. Ça m'a pris une année de réflexion, de questionnement. Et en début 2023, j'ai commencé l'aventure de Tuganai. Donc, je me suis associé avec le formateur justement en question, qui s'appelle Tugan Bara. Euh,
Et on a lancé ce product. Il me semble que c'est sorti peut-être en mai, il me semble, de mon souvenir. Donc ça a mis quelques mois quand même à développer. Et ouais, c'est un produit pour faire des textes copywriting avec l'IA, pour faire des contenus sur les réseaux sociaux aussi, donc LinkedIn, Twitter, etc. Et ça a plutôt bien marché. On a fait ça une bonne partie de 2023. Donc voilà comment j'en suis arrivé à Tugan.ai. Ouais. Yes, yes, c'est trop cool. Ce qui est vraiment cool, en tout cas là-dedans, ce que je trouve, c'est que tu as vraiment une continuité et tu as tout de suite dit, OK, je vais chercher des choses et je vais pas juste, parce qu'on peut vite tomber là-dedans, je vais pas juste m'empiffrer, entre guillemets, avoir un peu ce phénomène d'infobésité, comme on dit, où voilà, tu avales des quantités astronomiques d'informations et au final, tu t'appliques pas. Tu avais ce contraste où tu disais, voilà, on suivait la formation, on appliquait, on suivait la formation, on appliquait. Toi, tu arriverais à donner je sais pas, un ratio entre guillemets du temps d'apprentissage et du temps d'action que tu passais pour avoir les résultats assez rapidement? Je saurais pas te dire, mais ce que je sais, c'est que à chaque fois que je voyais une vidéo, donc peut-être que ça durait 1 heure par exemple, il y avait un conseil dedans. Et en fait, à la seconde, il y avait le conseil, moi personnellement, je mettais pause et j'allais l'appliquer direct en fait. Je perdais même pas de temps parce que je me disais, oh, c'est trop bien, c'est trop smart. Il faut que je l'applique tout de suite parce que ça va me rapporter des résultats et j'ai pas envie d'oublier. Il faut absolument que je l'applique tout de suite. Donc, un sorte de sentiment d'urgence. Voilà. Comment je pourrais définir ça? Ouais, ouais. Ouais, donc vraiment, j'ai pas le temps, il faut que j'agisse. Et je trouve que c'est une des clés, hein, on le sait, de la réussite, c'est vraiment de mettre en action, de mettre en application. Et toi, du coup, tu étais vraiment, on va dire, ce que je trouve en fait, la transition qui est très smart, c'est que toi, tu avais beaucoup justement ce skill de copywriting parmi tout ce que tu as appris avec Ouais. Tugan et tu l'as transformé, entre guillemets, tu l'as utilisé pour créer du coup un business qui est valorisé, qui peut se valoriser, avec lequel tu peux faire un exit, etc. Donc, ta vision par rapport à ça, ça s'est fait du coup naturellement. Comment est-ce que tu as fait cette transition vers, OK, j'ai des compétences, maintenant je vais les utiliser pour vraiment faire un business long terme qui va être beaucoup plus ouais, long-termiste, quoi. Alors, c'est vrai que j'ai pas développé sur le plan copywriting, mais c'était la compétence principale de tout ce business d'infoproduit. Tout reposait là-dessus, en fait. Tout le succès, toutes les ventes, tout reposait uniquement sur le copywriting. Donc, j'avais identifié ça. J'avais identifié que c'était le skill qui allait débloquer tout le reste. Et du coup, j'ai vraiment foncé dessus. J'ai regardé tout ce qui se faisait aux US là-dessus. Il faut savoir aussi qu'1 heure par jour, je recopiais à la main, euh, donc sur une feuille blanche avec un crayon, des pages de vente des États-Unis. Et je les traduisais souvent en français. Et en fait, c'était pour m'imprégner dans mon cerveau des techniques qu'ils utilisaient, des structures qu'ils utilisaient. Et derrière, quand je réécrivais des pages de vente, mon cerveau s'en rappelait, entre guillemets, et allait utiliser les mêmes principes. Donc, ça a été une clé. Après, honnêtement, début 2023, je savais que je voulais faire des SaaS. Je trouvais que c'était un business super. La tech, long terme, tu ajoutes une vraie valeur aux clients. Mais si tu veux, ça m'est un petit peu tombé dessus. En fait, c'est tout simplement Tugan qui m'a proposé de faire Tugan AI. Je réfléchissais un petit peu à quoi faire, et c'est vrai que j'avais un petit peu des idées d'IA, mais j'avais pas l'idée exacte. Et du coup, il m'a proposé ça, et moi, ça a tout de suite fité. Je me suis dit, c'est une bonne idée. Bah écoute, on va lancer ça. Donc, ça m'est un petit peu tombé dessus, quoi. OK, bravo. Donc du coup, Axel, donc là, ça va faire bientôt 1 an que tu as lancé Tugania parce que tu as dit que c'était au mois de mai l'année dernière, donc vous allez bientôt fêter votre 1 an. C'est quoi un petit peu le bilan de cette année passée au niveau de Tugania? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres en termes de clients, de volume? Alors pas des chiffres en termes de prix bien sûr, mais en termes de nombre de personnes que vous avez réussi à accompagner et qui utilisent votre solution. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu, voilà, un bilan de cette année, je sais pas, de tout ce qui s'est passé d'incroyable pendant cette année. Ouais, ça a été intéressant. Au début, c'était un petit peu des débuts compliqués. Si tu veux, le problème qu'on avait, c'est qu'on avait un modèle de freemium. Donc la personne s'inscrivait au SaaS gratuitement, sans mettre sa carte, sans rien, et elle pouvait tester pendant une période où, avec un nombre de crédits limité, elle pouvait tester l'outil. Et derrière, si vraiment ça lui plaisait, ben, elle pouvait augmenter avec sa carte bleue et avoir le pass pour le mois.
Mais si tu veux, ça convertissait pas assez. Certainement parce que les gens sont un petit peu filous et ils créaient plusieurs comptes gratuits pour ne pas avoir payé. C'est une des raisons. Et du coup, on a passé à un modèle de free trial, donc essai gratuit de 7 jours. Donc, tu mets ta carte avant de pouvoir commencer. Et au bout de 7 jours, ça va être débité. Mais évidemment, avant, tu peux annuler si ça ne te plaît pas, quoi. Et ce modèle-là a vraiment changé le business. Ça a vraiment augmenté les conversions. Et ça nous a fait très rapidement monter à 10 000 de MRR. Et donc, ça a été Bravo. un petit peu l'élément déclencheur. Et après, ça a continué à grossir, donc c'est plutôt cool. Voilà, aujourd'hui, moi, si tu veux, sur Tuganai, ça tourne plutôt en automatique. Et c'est vraiment ça que je trouve incroyable avec les SaaS, c'est que on a des clients organiquement qui s'intéressent au SaaS. On n'a pas besoin de faire d'acquisition dingue. On lance pas des ads Facebook ou YouTube ads toute la journée pour essayer d'être rentable ou quoi. Il y a des gens qui viennent d'eux-mêmes sans qu'on ait rien à faire. Et le truc se sustain et grossit de lui-même, en fait. Et je trouve ça vraiment super. C'est pour ça que j'adore les SaaS. Ouais, les SaaS, ouais, comme tu dis, c'est vraiment un business qui peut avoir des démarrages, on va dire, plus lents, contrairement à justement l'infoproduit où, comme tu dis, on peut mettre des ads, on peut accélérer un peu plus fort ou via la différence avec des modèles aussi justement plus high ticket où voilà, tu vas charger tes clients 2, 3, 4, 5 000 euros, etc. Mais du coup, quand tu as un bon logiciel qui tourne avec une super expérience utilisateur, moi je le sais parce que personnellement aussi, j'utilise cet outil au quotidien qui est vraiment super bien fait, où vraiment en quelques clics, tu peux avoir une qualité de copywriting qui est vraiment top, même, et ça c'est le défi, parce qu'on peut dire oui, il y a des prompts et qui donnent des résultats, etc. Mais vous avez même mis des intégrations où tu arrives, tu mets juste le lien YouTube et ça te sort Ouais, des emails, etc. j'ai Tu vois. j'ai pas parlé de ça, mais ça a été un petit peu le truc qui nous a différenciés parce que c'est quand même toujours important quand tu as un produit, quand tu vends un service, de te différencier. Tu dois avoir un élément qui est assez unique et que tes concurrents n'ont pas. Et nous, l'élément unique, c'était l'idée de prendre un lien. Donc, par exemple, ton website, ta page de vente ou même une vidéo YouTube. Tu copies-colles le lien tout simplement dans notre outil et tu peux le transformer en quelque chose d'autre. Donc, tu peux dire, moi, je prends cette YouTube vidéo URL et je le transforme en Twitter thread, je le transforme en newsletter, je le transforme en email marketing. Et ça a été ça un petit peu le truc qui nous a fait monter et qui nous a différencié en fait de tous les autres outils. Parce qu'on aurait très bien pu être un outil, voilà, j'écris 3 mots dans une case et ça me génère quelque chose à partir de ça. Mais nous, on a déterminé que ça apportait plus de valeur d'avoir un lien parce que avec l'IA, ce qui compte, c'est d'avoir un bon contexte initial. Sinon, tu n'as pas un bon résultat. Tu sais, c'est mauvais contexte, mauvais résultat, bon contexte, bon résultat. C'est in and out. Et du coup, on a considéré que, voilà, si tu mets ton website, par définition, tu as tes arguments de vente dessus, enfin, ça a été écrit et pensé pour que ça convertisse à la base, normalement. Et du coup, si on réutilise ça pour en faire un email ou quelque chose d'autre, à partir de ça, et ben, du coup, l'IA a toutes les bonnes infos. L'IA sait qui est ton avatar, l'IA sait quels sont les bons arguments, l'IA connaît le prix de ton produit, etc., etc. Donc, c'est ça un petit peu la nouveauté qu'on a apporté. Ouais, non, vraiment top. On va mettre de toute façon un lien évidemment sous l'épisode pour que les personnes puissent aller voir. Mais voilà, c'est vraiment facile, c'est très compréhensible. On peut changer l'humeur, le ton, etc. On peut allonger, on peut réduire. En fait, avec quelques clics, on peut vraiment moduler et faire des textes qui à la fois ont le même message de fond, mais qui dans la forme vont pouvoir toucher. Je pense à notamment si on veut être un peu plus clickbait, un peu plus pushy, ou alors plutôt très professionnel ou très sympathique, raconter des histoires, mettre des emojis. Enfin, il y a tout un tas de panels, en tout cas de fonctionnalités qui est top. Est-ce que vous, votre objectif, du coup, c'est de rester comme ça, d'améliorer peut-être les fonctions qu'il y a déjà? Est-ce que vous avez des fonctions dans l'avenir qui vont venir sur lesquelles vous êtes focus, ou est-ce que vous en êtes Ouais. par rapport au développement? Alors, le dev poste sur une V2 qui met un peu de temps à coucher parce que le dev travaille aussi sur d'autres projets. Mais si tu veux, on sort une V2, donc il y a une refonte totale de l'UI, de l'UX, donc ce sera beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable.
Et ouais, on arrive avec des nouvelles fonctions, tout simplement. Tu pourras créer d'autres types de contenus à partir de contenus existants. L'amélioration des prompts aussi, parce qu'il faut les mettre à jour régulièrement. Ça, c'est un petit peu un des challenges. C'est que OpenAI, ils font des mises à jour toutes les 2 semaines sans vraiment prévenir les gens. Et vu qu'on utilise leur API, bah, souvent, il y a des choses qui pètent et tu ne sais pas toujours où. Donc, c'est un petit peu la difficulté qu'il y a avec OpenAI. Voilà. Parce que quand tu as un SaaS, tu as ce qu'on appelle le platform risk. C'est toujours quelque chose qu'il faut envisager avant de lancer un SaaS, c'est quel est ton platform risk. Platform risk, c'est par exemple, bah voilà, on est avec OpenAI, j'en sais rien, hein, ça ne risque pas d'arriver du jour au lendemain, mais OpenAI peut dire, voilà, vous, on vous aime pas, dégagez, vous n'avez plus le droit d'utiliser nos services. Et donc là, bah, on est quand même un petit peu dans la mouise et du coup, on est un petit peu stoppé, quoi. Et souvent, bah, tu as des SaaS avec des plateformes risques. Par exemple, tu avais un SaaS qui s'appelait Tweet Hunter. Donc, c'est un SaaS qui te permet de programmer des tweets et des threads sur Twitter. Bon, super. Mais sauf que ils utilisent l'API de Twitter. Et un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Elon Musk qui est arrivé et qui a dit ça coûte 50 000 dollars par mois, l'API. Et là, les mecs, ils étaient un petit peu en sueur. Tu vois, il y avait une goutte de sueur sur le front, quoi. Et ça s'appelle le platform risk. Et donc, c'est toujours dangereux. Et le platform risk, c'est aussi quelque chose qui va réduire la valuation de ta boîte. Quand quelqu'un va racheter une boîte, il va regarder concrètement, c'est quoi le truc, le pire qui pourrait arriver et qui pourrait faire que tout s'arrête. Et souvent, c'est le platform risque. Donc, ça réduit aussi ta valuation. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. C'est voilà, essayer d'éviter les plateformes risques. C'est important. Donc effectivement, on voit qu'il y a encore des défis. Un certain Elon Musk peut embêter, un peu un peu embêter les gens. Je sais pas qui c'est, mais bon, ça doit être sûrement quelqu'un d'important pour embêter autant les gens. Et quelles pourraient être les opportunités pour vous, justement dans ce domaine de, voilà, de l'IA qui est en train de se développer? Quels sont actuellement pour toi, donc il y a ce défi-là et quelle opportunité tu vois qui permet de level up encore plus ton application à part la V2 et justement, ce problème de risque d'une personne qui te cut l'API, par exemple. Ben, je pense qu'il y a des modèles entre guillemets libres de droit, enfin oui, c'est plutôt open source, qui émergent, qui sont de mieux en mieux. Évidemment, c'est toujours pas au niveau de GPT-4, mais ça devient de mieux en mieux, des trucs vraiment super. Et si tu veux, l'idée qui pourrait être intéressante pour se protéger des plateformes risques, ce serait de prendre ces modèles open source, de les entraîner sur des données très spécifiques par rapport au copywriting ou à la création de contenu. Donc, je sais pas, j'entraîne un modèle uniquement pour faire des Twitter threads. C'est vraiment, je lui donne 500 Twitter threads incroyables. Et à la fin, il va comprendre ce que c'est un Twitter thread incroyable. Et du coup, là, il serait entraîné. On aurait pour chaque type de contenu, par exemple, un modèle open source entraîné, petit, pas un gros truc, mais qui serait entraîné spécifiquement pour la tâche donnée. Et ça pourrait être un truc intéressant. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, la manière d'améliorer la qualité des résultats et de se solidifier face à la concurrence, d'avoir vraiment un avantage compétitif, c'est d'entraîner une IA sur ses propres datas, sur les datas qu'on a, des datas spécifiques. Voilà. Parce que du coup, c'est pas quelque chose que les concurrents vont Être le plus forcément pouvoir autonome faire. possible, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais. C'est ouais, ça doit pas être facile, surtout dans le secteur de l'IA. Je pense que là, il y a peut-être aussi un défi, c'est savoir se démarquer dans cette économie qui va à 1000 à l'heure, cette économie un peu de l'attention. C'est comment savoir se démarquer face aux autres. Alors, tu le disais toi-même que vous avez fait des choses qui permettent de vous démarquer, mais je pense que ça va tellement vite qu'il faut vraiment réfléchir limite à Ouais. 1, 2, 3 mois en avance tout le temps sur ce qui va être développé avant même que ça soit Ouais. sorti. Je trouve que c'est un peu dans le Web3, évidemment, c'est à moindre mesure. On dit toujours que dans le Web3, le temps passe plus vite, le temps est accéléré. En une semaine, c'est une année normale. Et ben, en IA, c'est pas peut-être pas autant, mais ça va quand même plus vite que le Web2 classique. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est ouais, ça va quand même effectivement super, super vite et il faut toujours avoir un petit peu, voilà, un coup d'avance pour, retravailler la stratégie pour être sûr que, bah, à chaque fois, il y aura quelque chose de nouveau. Est-ce que vous travaillez aussi ou est-ce que vous mettez en avance l'importance de l'originalité? Parce qu'on sait que souvent que dans le monde de l'IA, bah, il y a de plus en plus de gens qui essayent de s'assurer que, bah, leur outil soit de plus en plus original. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous voulez mettre en avant? Pas forcément. En avant, alors bon, on a une vidéo sur notre site et on le met rapidement en avant. Bon, ça tient sur 2 phrases, hein, donc c'est pas non plus tout l'argumentaire de vente.
Mais oui, c'est quand même quelque chose qui est important. Les gens n'ont pas envie d'être traités de plagieurs, c'est sûr. Ok. Et au niveau de l'évolution des plateformes SaaS, donc toi qui es dedans, est-ce que tu vois un petit peu, donc il y a ta plateforme qui marche super bien, est-ce que tu vois d'autres opportunités dans le monde du SaaS, peut-être SaaS IA, SaaS tout court, Ouais, mais en général, il y a quand même souvent des évolutions entre le SaaS et l'IA. Est-ce que toi, tu vois un petit peu, comment toi tu vois cette évolution du marché SaaS avec l'interaction de l'IA? ouais. Alors, je suis de plus en plus dubitatif sur le fait d'uniquement avoir un usage IA. Pour moi, l'avenir, c'est d'avoir des SaaS qui résoudent un Ouais, problème existant, hein, un SaaS qui, par exemple, n'aurait pas besoin d'IA pour résoudre un problème, mais qui ajoute l'IA pour résoudre le problème encore mieux. Tu vois? Je pense que l'avenir est dans quelque chose de plutôt hybride. 100%. Euh, voilà, tu as une solution qui fait les deux. Pourquoi c'est cool? Parce que tu es aussi pas, moins dépendant du plateforme risque et de ce risque de te faire couper un jour. Donc, je trouve ça intéressant. Après, moi, j'avais réfléchi à des SaaS IA et je pense qu'il y a des bonnes opportunités. Par exemple, en e-commerce, tu vas faire un outil pour faire toutes les pages produits, les pubs, etc. C'est quand même des choses assez répétitives. L'IA peut le faire assez correctement. Moi, j'ai rien vu de qualitatif ou d'intéressant à ce sujet-là. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Tu vois, on pourrait imaginer un système où tu mets ta page e-commerce et ça te fait ta page produit, ça te fait quelques petits exemples des exemples d'ads. Et au moins pour tester, tu vois, peut-être pas pour faire les conversions du siècle, mais au moins pour tester des tonnes de produits rapidement. Parce qu'en e-commerce, c'est un peu le game. C'est de tester des pubs et des produits le plus rapidement possible. Et l'IA, je pense que pour ça, peut aider. Donc ça pourrait être un cas d'utilisation. Ensuite, il y a un fait, c'est que ce qui marche quand même super bien en IA, même si en réalité, c'est pas vraiment de l'IA, c'est tout ce qui est vidéo, montage vidéo. Par exemple, les shorts. J'ai des amis qui font sendshort.ai, d'autres qui font submagic.co. C'est quand même des outils qui marchent très bien. Donc, tu prends un extrait vidéo et tu peux créer un short très rapidement avec des sous-titres très facilement. En réalité, c'est pas de l'IA, c'est speech recognition. Donc, ça veut dire que ça analyse l'audio pour le transformer en texte. Donc, c'est pas vraiment l'IA, mais bon, ils disent IA, quoi. Je pense qu'il y a des choses à faire là-dedans. C'est un énorme marché. Vraiment, il y a beaucoup d'argent. Moi, j'avais réfléchi à faire un truc peut-être pour le montage. Tu vois, je me suis dit une sorte d'outil de montage vidéo, mais comme Canva. Canva, c'est un outil qui a apporté le design au peuple, qui a apporté le design à tout le monde. Avant, il fallait aller sur Photoshop, c'est compliqué, c'est cher, on ne comprend pas. Canva, c'est n'importe qui peut le faire. Tu as 40, 50 ans, tu peux réussir à utiliser Canva. Et ben, je me suis dit, après, ça va être très compliqué à développer, mais pourquoi pas imaginer un outil de montage vidéo, un peu comme Canva, super simple, super intuitif. Pas faire des montages du siècle, mais des trucs simples et efficaces. Vraiment tout bête, quoi. Donc, voilà. Toujours en SaaS. Ouais, ouais, ça pourrait être un SaaS, ouais, ouais, absolument. Parce que Ok, moi, si tu veux, très j'avais intéressant. identifié le pain point des monteurs vidéo. Moi, perso, j'ai beaucoup de mal avec les monteurs vidéo. Ils demandent toujours des tarifs incroyables. Les mecs, ils me demandent 500 000 balles la vidéo. Bah, je suis là, en mode, c'est gentil, mais bon, c'est un petit peu cher quand même. Euh, Ça ou pique, alors, hein. sinon, ils sont lents, ils sont inefficaces, ils font les princesses, etc. Enfin, vraiment, c'est très compliqué de trouver un bon monteur vidéo qui a des tarifs raisonnables et qui fait du travail correct et rapide. C'est très, très dur, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un vrai pain point là-dessus, donc il y a peut-être des opportunités. Et tu Euh, en penses quoi justement de, de ce qu'est en train de développer ChatGPT avec Sora, qui va sûrement changer le game au niveau alors pas forcément du montage vidéo, mais de la vidéo tout court. Est-ce que tu as pu avoir deux, trois infos là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? alors, pas trop, si tu veux, j'ai pas trop suivi ce sujet-là. Ok. C'est pas, ça a l'air d'être intéressant en tout cas, hein. Ça a l'air de, tu fais ton prompt et en Ouais, fait ça te sort une vidéo. c'est texte to vidéo. C'est fou, hein? Texte to C'est vidéo. fou. Ouais, ouais. Ouais. Ça va sûrement aider pas mal de gens. Alors après, je sais pas si on pourra utiliser les visages et tout pour justement utiliser un petit peu la partie marketing ou ce que toi tu fais, mais peut-être ça va apporter des solutions le jour où Mhm. ça sera Ouais, développé. ouais, ouais. Bon, en tout cas, je crois qu'on est qu'au début parce que vu à la vitesse où ChatGPT sort des trucs, on n'a pas fini de travailler. Donc toi qui travailles donc avec OpenIA, est-ce que c'est facile de travailler avec eux quand tu veux connecter une API? Est-ce qu'au Ouais, niveau des réponses, c'est- ça se passe bien? Est-ce que l'API se connecte facilement? Est-ce que le support client derrière est bon? si tu veux, c'est dans l'intérêt égoïste d'OpenAI d'avoir un maximum de développeurs qui utilisent leur outil.
Parce que eux, ils le savent très bien, leur outil, il est puissant. Mais ils pourront jamais créer toutes les applications possibles. Eux-mêmes. Parce que ils pourront jamais inventer tous les trucs dans les moindres recoins. Ils n'ont pas cette énergie de temps. Pour ça, il faut s'allier avec la multitude. Donc, il faut s'allier avec les gens. Ça veut dire avec les développeurs. Et donc, ils ont intérêt à faire un truc simple et efficace qui se connecte en 2 clics pour que tu aies plein de développeurs qui créent plein d'applications super, qui apportent de la valeur super intéressante. Et eux, comme ça, bah, ils touchent ils gagnent toujours Leur autant royalty. parce que tu payes leur Ouais. API, tu vois. Donc, ils ont tout intérêt à faire ça. Vraiment, c'est dans leur intérêt le plus total. Donc voilà. Ouais, puis aujourd'hui, je pense qu'il y a quoi? Il y a 70% des sociétés qui font de l'IA, qui développent l'IA, qui utilisent l'API d'OpenIA, non? Est-ce que tu aurais un chiffre? Un pourcentage, je ne sais pas, À mais peu une près. grosse majorité, c'est évident. Ouais, c'est clair. Ouais, Ah, c'est fou hein, ce qu'ils font. Bravo à eux. Bravo à eux. Et en termes d'impact, parce que tu sais, souvent on se dit que voilà, l'IA, ça va apporter un impact sur l'avenir. Est-ce que toi, qui es un petit peu passionné du secteur et qui travaille dedans, est-ce que toi, tu as une vision sur la philosophie qui pourrait être dans le futur de l'IA, comment ça pourrait influencer encore le marketing, le monde des affaires, et comment ça pourrait même, je ne sais pas, apporter des choses de positives et négatives dans le monde, tout simplement? Ouais, mon avis là-dessus, c'est comme sur toutes les révolutions technologiques, franchement, t'as du positif et t'as du négatif. C'est toujours comme ça, depuis le début. Euh, je pense que ça aura plein de super côtés parce que les tâches répétitives et inintéressantes seront éliminées et ça laissera plus de place aux tâches créatives, intéressantes, enfin vraiment qui sont spécifiques à l'humain et que l'humain peut réaliser avec brio. Après, le côté négatif, bah, je pense que tout le monde est un petit peu au courant de ça, hein, tout ce qui est deepfake, les fausses vidéos, toutes les arnaques. Enfin, il y en aura, c'est sûr. Mais je pense aussi que l'humain est assez intelligent pour trouver des solutions avec le temps. Tu vois, au Il début s'est toujours d'Internet, adapté, hein, c'est vrai. bah ouais, c'est ça. Au début d'Internet, c'était bien le Far West. Mais avec le temps, on a trouvé des outils. Les gouvernements, ils arrivent maintenant à choper les gens qui font des arnaques sur Internet. Tu vois, on n'est pas totalement anonyme. Et je pense que bah, c'est pareil avec l'IA, en fait. Au début, ça va être un Maintenant, il carnage. y a des. Hmm. Ouais, il y aura du Ah, Far c'est clair. West, mais après, l'humain va trouver des outils. On va inventer des outils pour identifier si une vidéo c'est IA ou pas. Et en fait, ouais, moi, je crois beaucoup au fait que l'humain trouve des solutions en fait à peu près tous les problèmes qui arriveront en fait. Ils vont réussir à mettre des shérifs au milieu de ce western, c'est ce que tu dis en gros. Ouais, ouais, ouais. Un petit peu. Non, mais tu as bien raison. Dans tous les cas, à chaque fois, l'humain s'est adapté. Il y a toujours eu des problèmes. Non, c'est Et ça. même quand tout fonctionne bien, il y a des problèmes. Mais après, il faut s'adapter et puis il faut que les gens C'est l'évolution des fassent leur choses. propre recherche. Une nouvelle technologie apporte du chaos et après, au fil du temps, ça revient dans l'ordre. Ouais. Ok, super intéressant. Moi j'ai une petite question. Je suis désolé, je monopolise, Lupo, j'ai trop de questions. Mais dans le monde de l'IA, comment on fait pour développer voilà, je veux développer j'ai une idée d'application. Je sais que j'ai besoin de l'IA, je connecte l'API. Il faut combien de temps entre le moment où j'ai l'idée et le moment où j'ai quelque chose qui ressemble à un MVP et une première traction client? Il faut combien de temps pour sortir un produit? Tu parlais de 6 mois, je crois, avec Tugania, quelque chose comme ça. Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description, vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Je dirais que c'est un peu moins parce que si tu veux, on a eu un petit peu une zone de flottement où on recherchait des idées, etc., comment faire les choses, de recherche et développement. Mais si tu veux, ça va dépendre de ton dev. Déjà, une chose qui est sûre, moi, c'est que je recommande à tout le monde qui a envie de lancer un SaaS ou une plateforme tech ou même un projet Web3, en fait, de toujours s'associer avec un dev. Si vous n'êtes pas dev vous-même, il faut s'associer avec un dev. Parce que si vous prenez un freelance, le mec, à 3 heures du matin, il y a un bug super grave. Est-ce qu'il vraiment il va se réveiller? Je suis pas sûr. Il est tranquille, le mec. Il se fait payer tous les mois et c'est bon, il n'est pas non plus skin in the game, en fait. Et tu as envie d'avoir quelqu'un qui est skin in the game, qui est all-in. Et en fait, si ça marche pas, bah, il a perdu son temps et donc il a perdu de l'argent. Donc il est là pour que ça marche. Il va tout faire pour que ça marche.
Pour moi, il faut absolument s'associer avec un dev. Après, voilà, ça va dépendre de la compétence de ton dev et surtout de la difficulté de ton MVP. Il faut essayer de faire le truc le plus simple au début, évidemment. On recommande toujours ça. Une feature, une chose. Si tu veux, sur Tougani, on a commencé avec une seule feature. Ça faisait des emails marketing. Et ça faisait pas autre chose. Ça faisait pas de contenu de réseaux sociaux. Ça faisait pas de page de vente. Est-ce qu'on aurait pu? Oui, absolument, on aurait pu le faire. Mais ça aurait mis beaucoup plus de temps et ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste commencé par l'email marketing. On a chopé les feedbacks des gens. On a vu que les gens, bah voilà, ça ils aimaient pas. Après, on leur a dit, regardez, on peut aussi faire du contenu avec les réseaux sociaux. Et là, les gens ont vraiment adoré. Donc, on s'est dit, ah ouais, peut-être qu'en fait, ça intéresse plus les gens. Et en fait, ton produit, il évolue comme ça. Il y a une grosse erreur, et c'est pas que dans les SaaS, c'est, je crois, dans la vie en général. Les gens, quand ils ont une idée, ils pensent que c'est une idée qui va être gravée dans le marbre. Voilà, j'ai cette idée, ça marche ou ça marche pas. Mais en fait, une bonne idée, c'est souvent une mauvaise idée qui pivote. Tu commences avec une idée qui est un peu foireuse, mais tu as ton client qui va te dire, ah ouais, mais ça, c'est quand même intéressant. Tu sais, le truc auquel tu n'as pas pensé, tu vois, ce petit truc-là, c'est vachement cool. Et du coup, tu vas te dire, ah ouais, en fait, bah, peut-être que je vais développer ce petit truc-là à fond, en fait. Et on va devenir les pros de ce petit truc-là. Et à la fin, ça devient une super idée. Donc, je pense que avoir la capacité à faire pivoter son idée et à comprendre qu'elle n'est pas gravée dans le marbre, c'est super important. La partie pivot pour une startup, c'est quelque chose qui est super important. Et on en parlait ce matin sur une formation qu'on fait dans le secteur justement des incubateurs et des startups. Souvent, les sociétés, elles ont une idée qui est pas trop mauvaise. Et après, il y a une partie pivot souvent qui passe par le fait de passer par un incubateur ou autre chose. Et ils ont ce pivot en disant, OK, j'avais cette idée, mais j'ai su pivoter. Et c'est là souvent que ça fait la différence et que c'est vraiment le game changer, c'est vraiment ce fait de pivoter. Donc toi qui est vraiment très, très aussi expert dans la partie marketing digital, qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes sociétés qui se lancent et qui ont du mal à acquérir des leads et qui ont besoin justement d'outils? Qu'est-ce que toi tu conseilles pour les aider, soit dans la création de contenu, soit l'acquisition de leads? Est-ce que tu peux nous en dire plus, peut-être même sur le copywriting? Ouais, on peut commencer par la création de contenu. Je pense que, en tout cas, s'ils sont sur le marché français, ils ont un énorme avantage quand même, c'est de pouvoir regarder ce qui se fait aux États-Unis. Et aux États-Unis, le niveau est 10 fois supérieur, la qualité du contenu est 10 fois supérieure. Donc c'est quand même une super chance, si on parle anglais, d'aller regarder ce qui se fait. On n'est pas obligé de tout pomper comme un singe, mais on peut regarder la manière dont ils vont créer leur contenu, quels sont les sujets qu'ils vont aborder, quels sont les sujets qui font beaucoup de vues aux États-Unis. Et souvent, ça va être le cas en France. Donc, on peut reprendre les thèmes, on peut reprendre les structures, on peut regarder, voilà, par exemple, si c'est des vidéos YouTube, quel est le type de montage? Ok, intéressant. Quel produit va-t-il vendre après sa vidéo? Quand est-ce qu'il fait un call to action? Et on peut reprendre des éléments. Et il n'y a pas besoin d'être un génie. La créativité, c'est juste de regarder plein de choses et donc d'en faire un mix. C'est pas d'inventer des choses de soi-même. Donc voilà. Et après, la création de contenu, quand même, je trouve que c'est important de la faire. Enfin, il y a deux manières de faire la création de contenu. Soit on partage son parcours, et donc on se dit pas expert, mais on se dit, voilà, moi, je vous partage ce que je suis en train de faire, je développe un business, je suis un noob, mais je vous partage mon expérience, c'est un journal de bord. Donc ça peut être OK. Et le deuxième truc, c'est on a accompli des choses, on a une vraie crédibilité, on partage de l'expérience sur des choses qu'on a faites. Mais l'erreur qu'il faut pas faire, c'est de se dire, ouais, je sur Twitter, par exemple, je suis un expert de machin, mais en fait, t'as jamais fait ce truc-là, t'as aucune crédibilité, donc en fait, les gens ne vont jamais t'écouter. Et après, les gens se demandent, mais pourquoi j'arrive pas à avoir une bonne communauté, etc. Et c'est parce que t'as pas de crédibilité. Les gens n'ont pas envie d'écouter les gens qui sortent de nulle part, en fait, qui n'ont jamais rien fait. Et donc voilà, c'est important de choisir un des deux. Mais surtout pas se mettre au milieu. Moi, je suis un expert alors que t'as rien fait. C'est vraiment très important. Après, le contenu, c'est quand même un game de consistance et de volume. Je crois que c'est ce que dit Hormozy. Souvent, ce qu'il faut faire, c'est en faire 10 fois plus. En tout cas, si tu fais du contenu qualitatif et que ça marche un petit peu, ben, si tu as vraiment envie de booster ton audience, il va falloir en faire 10 fois plus. Donc souvent, c'est une question d'augmenter le volume. Et après, il faut arriver à pas non plus en faire trop, parce qu'il faut garder une sorte de stabilité de contenu par semaine, dans le sens où si tu en fais trop, si tu dois faire 3 newsletters par jour, avec une vidéo par jour, et ça tous les jours, franchement, tu vas pas tenir longtemps. Il y a très peu de gens qui vont tenir sur la durée. Très, 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 très peu. Donc le mieux, c'est quand même de faire un truc que tu peux tenir. Si tu peux pas le tenir, ça sert à rien. Parce que le but du jeu, c'est de tenir dans des années, en fait. C'est là que tu construis des vraies relations avec ton audience.
Donc voilà ce que je dirais pour la création de contenu. Après, le copywriting, c'est sûr que c'est un skill à part. Aujourd'hui, je pense que l'IA, elle est complémentaire à ce skill, elle ne le remplace pas encore. Dans le sens où pour moi, aujourd'hui, un bon copywriter, c'est un copywriter qui va faire tout son travail de recherche avec l'IA. Le copywriter, il va vraiment voilà, rassembler des informations avec l'IA. Par exemple, il va prendre un site internet, il va dire, fais-moi un résumé de ça, trouve-moi les statistiques. Ensuite, il va prendre ces statistiques et il va les utiliser dans son argumentaire de vente. Mais voilà, c'est vraiment un outil pour améliorer le truc. Mais le but, c'est pas de tout écrire ta page de vente avec l'IA. C'est pas le but. Et ce serait une erreur de le faire. Donc, voilà. Après, ouais, le copywriting, c'est un skill à part. Donc, soit on recrute quelqu'un qui est bon. Pour info, il n'y en a pas beaucoup en France, des gens qui sont bons. Donc, c'est un peu compliqué. Ou alors, on l'apprend, mais ça met du temps à apprendre. C'est pas au bout de 2 mois qu'on va devenir bon, c'est plus au bout d'une année, 2 années de taf. Ouais, et vraiment, c'est un des, ce qu'ils appellent les high income skills, c'est vraiment un très bon copywriter, ben, c'est précieux. Ouais, il est jamais au chômage. Il y a toujours des gens qui vont Il le est demander. jamais, ah ouais, non, il est jamais au chômage. Il y en a qui essayent justement de prendre un peu des IA, de dire ah tiens c'est bon, je suis copywriter, je me mets sur 5euros.com. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut s'entraîner, faut comprendre les logiques, les mécanismes, la Ouais. psycho. Et pour revenir aussi sur la création de contenu, je suis complètement d'accord avec toi. C'est dans le sens où soit tu as un positionnement expert et tu es là pour délivrer de la valeur et en fait personne ne peut te dire que tu n'es pas expert parce que tu as les preuves à l'appui. Soit tu es là plutôt en mode building public. Ouais. Toi, tu as choisi plutôt le deuxième positionnement, c'est juste? Ouais, on va dire que j'ai fait un petit peu des deux. Genre, ça s'est un petit peu Ouais, pour le transformé. SaaS en tout cas. Ouais. Bah, en fait, au début, je parlais plus de marketing, donc là, j'étais plus placé en tant qu'expert, en fait. Je savais de quoi je parlais. Et après, bah, quand j'ai fait l'IA, bah, en fait, j'ai fait un petit peu, ouais, journal de bord, et après, je me suis un peu transformé en expert. Donc, j'ai fait un petit peu tout, voilà. Mais, voilà. Ouais, parce que je vois que tu documentes aussi pas mal, tu apportes aussi de la valeur. En tout cas, on le voit pour les personnes qui justement se disent je sais pas comment communiquer, mais en fait, c'est juste si on est dans la position de mon objectif, c'est d'atteindre ça et je vais vous partager mon expérience, je vais vous partager les choses que j'apprends, je vais partager mes erreurs, mais aussi mes wins, je vais vous partager tout ce qui se passe avec, comme tu disais, plus ou moins de constance et plus ou moins de précision. Enfin, on n'est pas obligé de tout dire à 100%, comme tu dis, avec des newsletters à rallonge, etc. Mais en tout cas, il faut trouver aussi son format, je trouve. Euh, Parce qu'il y a des personnes qui sont très à l'aise à l'écrit, comme toi, j'imagine que ça peut l'être. Il y a peut-être des personnes qui, pour elles, ça va être ultra naturel de juste prendre leur téléphone, se filmer, faire Mm. une très courte vidéo et juste mettre des captions dessus et puis balancer ça sur un TikTok. Et au final, c'est un peu leur build-in public qui se fait ou dans un Telegram. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois, c'est trouver son Ouais, contenu, trouver son type absolument. de contenu qu'on est capable de tenir. Absolument, moi je dirais qu'il faut au moins tester pendant 6 mois si on fait du contenu et il faut prendre ces 6 mois vraiment comme une zone d'expérimentation, un laboratoire où tu vas tester plein de types de contenus, écrits, vidéos, shorts, etc. Moi c'est ce que j'ai fait. Au début j'ai fait Twitter, après j'ai essayé de faire des shorts. J'ai vu que les shorts ça me parlait pas du tout parce que je trouve que j'arrive pas à apporter de valeur en 3 secondes quoi, donc c'est vraiment très compliqué. Après, j'ai testé les vidéos YouTube. J'ai trouvé que c'était un format super et j'apprécie vraiment. Et ça me prend aucune énergie de le faire. Ça me rend juste joyeux. Donc là, quand tu tombes là-dessus, tu te dis, ah, c'est un bon type de contenu pour moi. Ouais, il faut vraiment tester les choses. Ouais. Ouais, et vraiment YouTube, c'est vraiment comme moi je le vois vraiment comme c'est comme une équipe de vente, une équipe de prospection qui travaille pour toi H24 et dans le temps, en tout cas, l'algo il est quand même assez cool et des vidéos que tu fais maintenant, dans 6 mois, un an et demi, 2 ans, il y a des gens qui vont les regarder si c'est percutant évidemment et tu es quand même assez mis en avant et tu peux vraiment bien te nicher. C'est plus facile de retrouver une bonne vidéo YouTube qu'un bon TikTok d'il y a 2 ans, quoi. Ça c'est C'est sûr. vrai, c'est vrai. Ouais. Jean, tu voulais rebondir sur un truc? Ouais, avec plaisir. Du coup, Axel, avant de développer Tugan.ia, tu n'avais pas forcément créé une société avant, c'est plus ou moins ta première société. Quelle leçon ou
quelle leçon tu as apprises du développement d'une société pour ta première société qui en plus fonctionne super bien? Est-ce qu'il y a des leçons que tu as apprises dans le développement et la gestion d'une société? Alors, ça dépend ce que tu appelles société, dans le sens où moi, quand j'avais 17 ans et que j'étais en France, oui, j'étais pas majeur, donc j'ai dû prendre l'identité de mon frère pour créer une micro-entreprise là-bas. Ok. Donc bon, après, voilà, ma mère m'a aidé pour faire la comptabilité. Une fois que je suis parti en Estonie, j'ai quand même créé ma boîte. J'ai créé ma boîte à mon nom parce que j'étais majeur. J'ai créé mes comptes bancaires, etc. Et donc là, je gérais la compta avec mon comptable, etc. Donc là, j'ai appris l'expérience de gérer une boîte. Donc on pourrait dire que ça, c'est ma première société. Et à ce moment-là, je vendais mes infoproduits. Donc je dirais que Ok. c'est plutôt ça ma première société. Et tu es Euh, résident là-bas, du coup, alors, en Estonie? ouais, je vis dans plusieurs pays, mais ouais, j'ai ma boîte là-bas, ouais. Ah, bravo. Bravo, bravo. Bah, ça doit être sport quand même quand tu lances quand même des activités comme ça dans plusieurs pays, un petit peu à distance. Bah, félicitations à toi. Tu as pris le risque de le faire et ça a marché. Vraiment, félicitations. Ça doit pas être tout le temps facile de le faire en tout cas. Et en termes de défis, donc là, on a parlé des leçons. Est-ce qu'il y a eu des défis qui étaient vraiment super importants au niveau de Tugania? Donc, tu en as parlé un petit peu avant sur plutôt le défi lié à l'IA. Est-ce qu'il y a des défis qui t'ont vraiment challengé dans cette période de création de Tugan.ia? Bah, le T'en challenge penses quoi? principal, c'était la qualité des résultats, parce que si tu veux, c'est très variable. Tu peux faire un prompt qui marche avec ce contexte-là, et derrière, tu vas tester avec un autre contexte, et boum, ça marche plus. Ou ça fait n'importe quoi, ça commence à faire des bugs. Et donc, en fait, tu peux jamais vraiment savoir, en fait, si ton truc foire avec X variable ou Y variable. Et du coup, c'est un sacré challenge. Du coup, il faut faire des sortes de tests scientifiques, tu vois, où je prends un prompt, je vais tester genre avec 25 contextes différents et j'analyse chacun des contextes et je les note en fonction des résultats. Sur 10 par exemple. Donc lui c'est un résultat 8 sur 10, lui c'est 16 sur 10. Après j'essaie d'identifier là où ça marche pas, je change un petit peu, voir si ça améliore les résultats globaux. Bref, c'est assez laborieux hein, comme truc. C'est plutôt très ennuyant à faire. Mais voilà. Ouais, bah, après, c'est la création, ouais, c'est le début Ouais, et le lancement. c'est un peu de Et, la et, et donc, du coup, tu ne connaissais pas Tugan depuis très longtemps. Tu as décidé de lancer une activité avec lui et lui a décidé aussi de s'associer avec toi. Comment est passée cette première relation vraiment Ah, entrepreneur bah, avec je le connais quand même entrepreneur? je le connais depuis longtemps, hein. Quand j'avais Ok, 18 ans, on s'était déjà appelé. Donc, tu vois, ok. on se connaît depuis 2021. Donc, 2023, c'était assez évident, quoi. On se connaissait bien. Ok, ouais, donc il y avait déjà quand même une bonne connaissance Ouais. de vous deux. Et comment ça se passe de lancer un business avec quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose qui est plaisant parce que justement tu peux toujours rebondir et t'appuyer sur quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose qui est pour toi challengeant parce que justement des fois tu dois peut-être rendre des comptes alors que tes premières activités c'était peut-être pas le cas? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie un peu de cofondateur? Ouais, c'est intéressant. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment en mode full solo. Je sais qu'il y a des gens, même dans l'infoproduit, ils étaient associés avec d'autres personnes. Moi, j'avais décidé de vraiment faire tout moi-même et ça m'a plutôt bien réussi. Et ça a été mon premier projet, en effet, Tuganai en association. En fait, ça dépend vraiment de la qualité de tes associés, en fait. La vraie question, c'est ça, c'est quelle est la qualité de tes associés. Moi, j'ai des associés super. Et en fait, vu que euh, j'ai une sorte de grand respect pour ses associés, tu as une sorte de phénomène qui se passe où tu as envie de travailler, bah voilà, parce que tu veux pas décevoir. Tu te dis, j'ai pas envie de faire n'importe quoi et de faire foirer ce projet, alors que j'ai des associés super qui ont vraiment, qui travaillent super bien, etc. Tu vois. Donc tu as une sorte de pression sociale qui s'installe et elle est positive, elle est absolument pas négative. Donc ça, je trouve ça vraiment super et c'est ce que ça m'a apporté. Donc ça dépend de tes associés, mais je pense qu'il faut avoir des associés, voilà, qui, qui ont des compétences spécifiques. Il faut pas que tout le monde ait les mêmes compétences. Si tout le monde, s'il y a que des marketeurs dans une équipe, tu vas pas aller très loin. Il faut un petit peu un ingénieur, un développeur, un mec marketing, peut-être un mec qui a plus une vision d'ensemble. Bref, c'est important d'avoir des compétences complémentaires. Et après, c'est important d'avoir les mêmes valeurs, je pense. D'avoir la même philosophie dans la vie. Tu vois, on pense plutôt à la même chose. Donc, ça se passe très bien. Ouais, ouais, ça revient en tout cas très souvent le côté, le côté, en fait, le côté humain
même si il y a des associés, il y a des associés qui travaillent ensemble pendant des dizaines d'années et qui sont jamais allés manger dans la maison de l'autre, etc. Il y a des associés qui sont, on en connaît, qui sont vraiment, qui vivent ensemble et c'est comme des frères. Mais il y a un point qui revient tout le temps, c'est vraiment l'aspect compétence, où le but, c'est quand même que dans l'équation, chacun puisse apporter au projet quelque chose de spécifique. La vision, elle est plutôt globale, mais au niveau des compétences, il faut vraiment que ça soit spécifique. Et c'est marrant parce que tu vas pas taper dans les mêmes zones, comme tu dis, quand tu es tout seul, peut-être tu tapes un peu plus dans l'ego, où tu te dis, en fait, moi, c'est moi qu'il faut, je dois réussir moi. Et si je réussis pas, entre guillemets, c'est plutôt moi qui est touché. Alors que quand tu es associé, ouais, tu as aussi ce truc de dire, les gars, ils comptent sur moi, ils veulent qu'on avance, et on s'est dit ensemble qu'on Ouais, allait faire les choses, et on va les faire, quoi. ouais, c'est ça. Et ouais, ça m'a bien aidé, je pense, à avancer. Et aujourd'hui, du coup, voilà, donc t'as The Beau Sas qui tourne. Euh, c'est quoi un petit peu les next steps pour toi? Et la question aussi que j'ai derrière, c'est comment est-ce que tu fais actuellement pour continuer, du coup, de monter en compétences? Parce que, comme tu l'as dit, tu t'es beaucoup formé avec Tougan. Maintenant, tu bosses même avec lui. Donc, c'est quoi un peu les next steps? Est-ce que tu continues de te former? Est-ce que c'est en France, aux US? Et quelles sont peut-être les compétences que tu as envie d'acquérir? C'est quoi un petit peu pour toi la vision? Ouais, j'ai changé pas mal de vision sur l'apprentissage. Avant, j'étais le genre de gars, tu sais, à lire un petit peu les best-sellers Amazon, même des trucs sur le marketing ou le business. Ou alors, voilà, je regardais des formations aux US. Et j'ai eu un petit peu un changement de perspective où je me suis rendu compte que, en fait, tous ces contenus, la plupart du temps, sont du recyclage de mauvaise qualité, de contenus plus anciens et plus qualitatifs et plus purs. Et donc, moi, j'ai décidé de revenir aux sources au first principle, c'est les premiers principes. Donc je décide, à la place de regarder une formation d'un gourou du marketing aux US, je décide plutôt de lire un livre sur l'histoire de l'économie. Parce que si tu comprends l'économie parfaitement, tu as les bases qui sont plus profondes que le marketing. Tu connais l'offre et la demande, tu vois. Ce qui est beaucoup plus profond que, voilà, je suis un marketeur, voilà. Donc, j'essaie vraiment de revenir au first principle. J'évite les livres best-sellers sur Amazon, les trucs que tout le monde lit, parce que souvent, c'est les mecs, ils parlent d'une idée pendant 400 pages, en fait. Donc, c'est un petit peu ennuyant. Et ouais, je reviens à des anciennes choses. Je suis pas mal ouais, dans l'économie, comme j'ai dit, là, je lis des livres sur l'économie, je trouve ça super intéressant. Je lis aussi des livres sur la physique, parce que c'est pareil, c'est un truc que dit Elon Musk et que j'aime bien, c'est que si tu veux vraiment comprendre le monde, comprendre d'abord les lois physiques. Il n'y a pas plus premier principe que ça. C'est la base de la base de la base. Si tu veux, dans un jeu vidéo, tu as des règles, tu as, des lois, t'as pas le droit de faire ça, enfin, voilà, tu as des niveaux, je sais pas. Dans la vie, c'est pareil. C'est quoi les lois les choses qui font que le jeu vidéo fonctionne c'est les lois, la gravité, la lumière, toutes ces choses-là. Et en fait, en comprenant ça, tu peux faire des parallèles avec le business. Et donc, c'est intéressant. Ouais, Euh, ouais, voilà. super intéressant, super intéressant. Et un peu des contenus un peu philosophiques aussi, un petit peu, t'aimes bien ou... J'aime beaucoup, j'adore Naval Ravikant. Ça a été une grosse Ouais, découverte pour moi en 2023. Ce mec-là est brillant parce qu'il n'a pas une vision juste faites du pognon, les gars, il va plus loin que ça. Il y a une ouais, philosophie derrière. Il y a une réflexion sur le bonheur, il y a une réflexion sur la vie. Euh, je recommande à tout le monde de lire l'Almanach de Naval Ravikant, qui est pour ouais, moi un des meilleurs livres que j'ai lu dans ma vie. Euh, aussi, voilà, dans cette démarche de me renseigner sur les sources, les premiers principes, je me suis aussi demandé c'est quoi le truc le plus important que je peux apprendre dans la vie. Et j'ai déterminé que c'était le fait de savoir prendre des bonnes décisions. Et du coup, yes, je me suis renseigné à fond là-dessus et j'ai lu un livre qui est vraiment incroyable, qui s'appelle Decisive de Chip Heath. Et là-dedans, ils t'apprennent à prendre des meilleures décisions. Ils te disent tous les biais qui font que tu prends des décisions, mais vraiment terribles. Et tu te rends compte qu'il y a des études qui montrent que la plupart des boîtes, vraiment, ils savent pas prendre des décisions, et même des grosses boîtes. Et qu'en fait, en changeant quelques petits détails, ils pourraient prendre des décisions qui seraient 50% meilleures. Et quand tu comprends ça, tu te dis, bah ouais, en fait, la vie n'est qu'une suite de décisions. Tu en es là parce que tu as pris des grosses décisions les années qui se sont passées, et c'est la seule raison pour laquelle tu es là.
Et si tu apprends à prendre des meilleures décisions, dans quelques années, tu seras à une meilleure place que tu l'es actuellement. Et je pense qu'il n'y a pas plus premier principe que ça. Ouais, et on le voyait, j'avais entendu ça aussi, je sais plus où, mais dans un podcast qui disait au final, un CEO d'une bonne boîte, bah, c'est quelqu'un qui sait prendre des bonnes C'est décisions. exactement ça. Parce Ouais. que sinon, sinon tu peux envoyer une C'est boîte. son job. Son job, c'est de prendre des bonnes décisions. Ouais. Donc, qui va recruter dans la direction de la boîte. Et c'est juste ça, ouais. Et en fait, pourquoi les CEO sont payés des millions et des millions et des millions? Bah, c'est leur qualité à prendre des décisions. Et en réalité, un CEO qui prend des décisions 10% meilleures, il n'est pas payé 10% plus. Il est payé beaucoup plus. Parce que par exemple, si la boîte vaut 1 milliard et qu'il prend des décisions 10% meilleures, bah, ça fait 100 millions de plus, tu vois. Et donc, il peut se rémunérer là-dessus. Et donc, ouais, prendre des décisions, c'est un skill fondamental. Ouais, super, super intéressant. Donc, on a bien noté donc, les deux livres. Et sur la physique, du coup, c'est quoi? C'est plutôt des recherches que tu lis, c'est aussi des livres, c'est des vidéos YouTube. Comment est-ce J'aime que bien tu regarder. programmes? Après, ça, c'est plus une passion que j'ai en Ouais, ce moment. Je regarde des vidéos sur l'astronomie. J'adore les planètes, l'univers. ok. Je trouve que ça a aussi un rôle où ça te rend un petit peu plus humble dans la vie. Parce que tu te Ouais. rends compte qu'en fait, t'es rien. Ton existence, elle est ridicule. Elle est instantanée. C'est un clignement d'œil. C'est rien. Et tes problèmes, ils sont peut-être pas si graves que ça. Même si Mhm. tu as l'impression que c'est le cas. Et je trouve que ça, c'est super en termes d'humilité. Et après, la physique, ben, je suis pas encore expert en physique. Donc, je regarde les bases. J'ai un livre là, ça s'appelle Les 7 principes de la physique, enfin, des trucs comme ça, des trucs pour découvrir ce monde de la physique qui est intéressant. Et voilà quoi. C'est Hormozy qui disait ça, qui disait, je crois, il disait des fois, je me prends la tête avec ma femme et je lui dis, mais attends, stop, stop, stop. Si on dézoome un petit peu là, Ouais, de fou. la Terre, le Soleil, Ouais, truc, mais c'est quoi ce problème? tu te rends compte, Et du coup, il y a une image qui est incroyable de la NASA. C'est l'image prise de la Terre. C'est une image de la Terre, mais prise du plus loin qu'on n'est jamais allé. Et genre, tu la vois même pas. Genre, c'est un petit point lumineux. C'est un truc, c'est ridicule. Et autour, t'as 5 milliards de points lumineux. Tu te dis, ok, en fait, on n'est rien du tout. ouais, ça permet de relativiser aussi et dans ce contexte où voilà, on est là, on veut entreprendre, on veut changer le monde, on veut faire plein de choses et on passe nos journées à résoudre des problèmes. Parce que c'est ça, hein, les entrepreneurs, on se lève le matin, il y a des problèmes à résoudre. Ça fait du bien justement d'avoir un petit peu des points de décompression ou des points de OK, attends, c'est quoi? Viens, on souffle un peu, ça va aller, tout va bien se passer. Même si c'est pas aujourd'hui qu'on le règle, ça sera demain, mais en tout cas, ça va se régler. Et ouais, en fait, c'est beaucoup plus sain de faire ça que de passer par, je sais pas, un moyen, je sais pas comment dire, genre de l'alcool ou des trucs comme ça pour dire OK, je vais oublier entre Ouais, c'est guillemets, de faire ce travail entre guillemets à l'intérieur de soi d'une façon consciente. Et je vais revenir sur la prise de décision. En gros, ce qui est ultra intéressant avec ça, c'est que tu peux t'appuyer sur un système entre guillemets que tu mets en place et tu te dis: «OK, à chaque fois que j'ai une grosse décision à prendre, je vais suivre un process bien établi qui peut être soit donné, par, justement comme tu dis, des livres ou, des personnes qui sont expertes dans ce domaine-là, ou, tu sais pas, tu te fais ton Notion avec, tes questions et puis tu suis tes questions. Mais au moins, tu suis le même process à chaque fois et ça te permet quand même d'éviter, d'enlever tout l'émotionnel au maximum, en fait. C'est ça le but. Ouais, un des trucs principaux pour prendre des meilleures décisions, et c'est aussi la chose qui fait que les gens prennent des mauvaises décisions, c'est le fait de pas penser à assez d'options. Souvent, les gens vont se dire, attends, je quitte mon job ou pas? Et le mec, il pense à juste ça. Il y a ça ou ça. Il y a rien d'autre. Et en réalité, tu te rends compte que tu prends des meilleures décisions si tu penses à toutes les options. Et en réalité, il y en a beaucoup des options. Tu pourrais demander à ton patron, je sais rien, si tu as besoin d'argent, une augmentation peut-être. Tu pourrais lui dire, je veux envie de changer de poste, j'ai envie d'évoluer, je me complais plus dans ce domaine-là. Tu pourrais dire, voilà, moi je veux travailler en télétravail uniquement à partir de maintenant. Tu pourrais dire, je vais commencer un business sur le côté quand je rentre chez moi le soir. Enfin, en fait, tu as quand même beaucoup de possibilités. Et juste le fait de penser à ces possibilités et de les lister va faire que ta décision va être meilleure parce que tu ne seras pas juste voilà, avec des œillères à regarder quelque chose, ça ou ça. Et donc, voilà, à chaque fois que vous prenez une décision, c'est important de penser à au moins voilà, 3-4 options minimum.
Et surtout pas juste 2 options. Le binaire ne marche pas. Donc, voilà. Ouais, c'est exactement ça. Bah, moi, je voulais vous poser une question à tous les deux, parce que vous êtes tous les deux aussi des gros entrepreneurs. Quelle est pour vous la compétence clé d'un entrepreneur? Si demain, on sait qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans le Web3, que ce soit l'IA, la blockchain, peu importe. S'il doit se lancer et il doit travailler une compétence plus que les autres, toi Axel ou toi Lupo, quelle compétence vous pensez qu'ils doivent travailler en premier? À mon avis, ça doit être une méta-compétence. Ça doit pas être une compétence spécifique en mode copywriting. Ça doit plus être une compétence, par exemple, apprendre à apprendre super vite. Tu vois, si t'es un learner exceptionnel, t'es le mec, on te donne un truc, en quelques jours, t'as compris, t'es fast, etc. Mais qu'est-ce qui peut t'arrêter en fait? Le monde, il va évoluer, mais tu apprendras tout. Il y a l'IA, je sais pas, il y a des robots qui arrivent, tu sauras t'adapter à ça. Et donc, c'est la capacité d'adaptation. Ce qui fait qu'un humain survit tu vois, dans la théorie de l'évolution. C'est sa capacité à s'adapter. C'est pas d'avoir une compétence spécifique, c'est vraiment juste l'adaptation en fait. C'est ça qui compte, je pense. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec la méta-compétence. Moi, j'allais dire, en fait, je pense que c'est un piège de penser qu'il n'y a qu'une seule compétence et qu'au final, il t'en faut plein. Mais il faut comment. En fait, ça dépend quel type de business aussi tu veux faire. Mais dans tous les cas, si on essaye de revenir à la base, un business, c'est quoi? C'est un bon produit dans lequel dans lequel tu envoies du trafic, enfin auquel tu envoies du trafic. Donc, bah, faut apprendre à faire un bon produit en fonction de ce que tu veux faire et envoyer du trafic là-dessus, entre guillemets. Ouais, Je grossis le trait, tu vois, mais au final, enfin, si tu sais pas faire un bon produit, si tu sais pas acquérir du trafic, bah, tu peux avoir le meilleur des produits. S'il y a personne qui va le voir, dans tous les cas, ça va pas marcher. Donc, c'est ces deux choses-là, juste comprendre, le dire, OK, faut que d'un côté, j'ai un produit et d'un côté, il faut que j'ai des gens qui aillent vers ce produit-là. Ça englobe plein de compétences, ouais, mais c'est ça ça. reste le principe premier. Je sais pas ce Ouais, que tu c'est en penses. ça. Ouais, le principe premier, c'est résoudre un problème et faire en sorte que les gens le sachent. Et voilà. Oui. Ah ouais, Ouais, 100%. c'est sûr que c'est important. Et la partie méta-compétence, je pense aussi que c'est une clé. C'est un peu comme un super pouvoir, en fait. Quand on dit s'il y a un super pouvoir que tu aimerais avoir, c'est lequel? Et souvent, bah, les gens disent oh, bah, j'aimerais voler, j'aimerais me transporter, je sais pas, faire plein de choses, je sais pas, avoir beaucoup de force. En fait, je pense que la plus grosse force qu'on pourrait avoir, c'est tout simplement d'être tellement intelligent, mais vraiment l'intelligence ultime, parce que l'intelligence ultime, du coup, tu sais tout créer. Il y a un problème, tu veux te transporter là, bah, tu es capable de le créer. Limitless. Ouais, mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que tu es tellement une machine de guerre mentalement qu'en gros, tu peux tout résoudre. Et je sais pas, tu veux te rendre invisible, bah, en fait, tu es tellement intelligent que tu sais le créer. Et tu as besoin de beaucoup d'argent, bah, ça, si tu veux que ça soit ton super pouvoir, bah, en fait, tu es tellement intelligent que tu es capable de tout créer. Et je pense que c'est vraiment la méta compétence et de savoir apprendre vite, comme tu le dis, et de toujours vouloir apprendre, apprendre, apprendre et apprendre plus vite que les autres. Je pense que c'est une très bonne chose aussi. Ouais, et puis après, tu peux te dire, OK, aujourd'hui, moi, demain, enfin, si j'ai envie d'être un entrepreneur, je sais pas, on reprend, on va parler d'Elon Musk, on parle pas de la partie humaine, mais juste purement entrepreneuriale. Au final, je pense que c'est un mec qui, si on essaie de citer des compétences, bah, je pense que, comme tu dis, c'est un mec qui est très curieux, c'est un mec qui sait apprendre rapidement, c'est un mec qui sait se contrôler émotionnellement, c'est un mec qui sait prendre des bonnes décisions, comme on disait, c'est un mec qui sait bien déléguer, sûrement. Enfin, tu vois, Aussi, c'est un ingénieur. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens très successful qui sont ingénieurs parce qu'ils ont voilà, ce truc de problem solving qui est super ouais. ancré en eux. Et c'est force principale de physique aussi qui aide beaucoup. Ah ouais, Et définitivement. après, Elon Musk, tu vois, ça peut être intéressant en termes d'inspiration, mais les gens, c'est important qu'ils comprennent que, en fait, la plupart des gens ne voudraient pas devenir Elon Musk. Même s'ils pensent qu'ils voudraient devenir, personne ne veut devenir Elon Musk. Parce que le level de souffrance, les gens ne le comprennent pas, en fait. C'est genre, personne n'a envie de vivre ça. Donc, voilà. Ah, c'est une machine de guerre, hein. Ouais, mais c'est no life derrière, quoi, aussi. Ouais, ouais. Ouais. Quand t'as une vie derrière, qu'il y a peu de gens Et c'est comme ça qui qu'il prend du supportent ça. plaisir, Sûrement. Je sais sûrement. pas. C'est Bah, ça je qu'il sais aime pas. faire. Bah, je sais pas, parce que tu vois, même un Zuckerberg, tu vois, au final, est-ce que le mec, enfin voilà, il a eu un succès de malade et c'était pas forcément le succès qu'il voulait.
Aujourd'hui, c'est un des mecs les plus influents, qui est très influent dans le monde et il a une vie qu'il y a peu de gens qui accepteraient. Au final, est-ce que c'est ce qu'il voulait lui? Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas Je sûr. pense que ça, à l'âge où il a créé Facebook, je pense qu'il pensait pas à ça. Il avait même pas 20 ans, donc je pense qu'il pensait pas à ça. Mais après, ça fait partie du succès. Tu prends une personne comme, je sais pas, allez, prenons des footballeurs ou des sportifs professionnels. Ils savent déjà à 16 ou 17 ans que s'ils se donnent les moyens, ils vont réussir et forcément, la partie notoriété, problème et tout va avec. Dans le monde de l'entrepreneur, c'est pas encore aussi mis en avant parce qu'avant, il y avait des gros entrepreneurs, mais ils n'étaient pas en mode rockstar comme Elon Musk où tu en entends parler dans tous les sens. Ils étaient beaucoup plus discrets. Alors oui, tu savais qu'il y avait des gros patrons d'entreprise, mais ils étaient assez discrets. Ils prenaient rarement des positions. Enfin, c'était quand même un petit peu différent. Et là, maintenant, ils se sont de plus en plus transformés en mecs à la mode, etc., etc. Et je pense que effectivement, maintenant, les jeunes entrepreneurs qui, je sais pas, qui peut-être nous écoutent et qui ont entre 12 ans et 18 ans et qui vont bientôt se lancer, bah, je pense que eux, ils vont commencer à mettre ça dans leur tête en disant bon, attends, si je fais du cash, si je réussis, tout le monde va parler de moi, donc il faut peut-être aussi que moi je me blinde moralement, physiquement et intellectuellement par rapport à ça, parce que ça doit pas être facile tous les jours. Elon Musk, ouais, c'est vraiment une machine de guerre. Bon, en tout cas, on a fait un gros podcast. Ouais, vraiment, Beaucoup de sujets. vraiment, très très cool. Je sais pas si toi, Axel, tu voulais dire un mot de la fin, quelque chose que tu voulais ajouter. C'est un truc auquel je viens de penser là quand on parlait d'Elon Musk et tout, et que je disais, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Je pense que c'est super important de développer cette capacité à comprendre ce qu'on veut vraiment et pas faire les choses par désir mimétique. Parce que tout le monde veut cette chose-là, tu veux aussi cette chose-là. Et il faut aussi voir qu'il y a un prix à payer pour tout. Tout ce que tu voudras, tu paieras toujours un prix. Ça, j'ai toujours pas trouvé de contre-exemple dans la vie. Vraiment, tu as toujours un prix. Le prix est peut-être très bien caché, tu vois, mais il y a toujours un prix à quoi que ce soit. Même gagner au loto, il y a un prix, tu vois. Tu vas être trahi par des gens, tu vas peut-être être un petit peu déprimé parce que ça, c'est pas si drôle que ça. Enfin bref, il y a plein de choses. Et du coup, c'est important voilà, de comprendre à chaque fois et de se poser la question, ok, il y a ça, est-ce que je suis prêt à payer le prix? Parce que c'est ça la vraie question. Si tu es prêt à payer le prix, c'est ok. Parce que du coup, tu vas mettre les efforts, tu vas tenir. Mais si tu n'es pas prêt à payer le prix, c'est que tu ne veux pas vraiment la chose en fait. Donc je pense que c'est important de penser à ça. Ouais, joli mot de la fin. Ouais, très très bien. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a toujours un prix attaché, même si, comme tu dis, des fois, il est un peu caché pour toi ou pour même ton entourage, parce que des fois, tu peux prendre des décisions qui, ta famille, tes amis, peu importe, tu vois, mais ils peuvent aussi avoir ça. Donc, c'est bien de tout prendre en compte. Mais ok. Bah écoute, impeccable. En tout cas, merci beaucoup Axel d'avoir été avec nous. Super épisode, très cool, beaucoup de valeurs, beaucoup de choses, à la fois sur les parties techniques, mais à la fois aussi des choses un peu plus philosophiques, un petit peu même plus que les gens vont pouvoir prendre et pouvoir aider, que ça va en tout cas les aider pour se construire en tant qu'entrepreneur et même en tant que personne. Donc merci beaucoup pour ça en tout cas. Avec plaisir, pas de souci. Super Axel, bravo. On vous dit à très vite en tout cas pour un prochain épisode de Talk and Talkers.